Il s'agit de la pierre de Rosette. Elle a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et constitue l'un des trésors les plus précieux du British Museum. Depuis plus de 2 siècles, la pierre de Rosette est la clé de notre compréhension de l'Égypte antique. La pierre de Rosette est un stylo. Nous avons donc une interaction fascinante entre ces langues. On pense que le texte était probablement à l'origine en grec car il honorait le pharaon comme un dieu, mais des parties ont toujours manqué des lignes entières effacées par le temps. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a accompli ce que des générations d'experts n'ont pas réussi à faire. Elle a reconstitué les lacunes, fait correspondre les gravures ténues à des mots réels et révélé le véritable sens de la pierre. Cholong supposa que le signe circulaire pouvait représenter le soleil, et il savait grâce au copte que ce son se prononçait Ra. Ce qui ressort de ces lignes disparues bouleverse notre vision de l'Égypte antique, la pierre de Rosette, ce que nous avons trouvé et ce que nous avons perdu. Tout commença sous la chaleur torride d'un été égyptien en ce dernier mois de juillet du XVIIIe siècle. L'armée de Napoléon était dispersée à travers l'Égypte construisant des forts, creusant des tranchées et luttant contre le terrain et le climat. Près d'une petite ville nommée Rachid, connue des Européens sous le nom de Rosette, un jeune officier du génie, Pierre-François Bouzard, supervisait les réparations d'un vieux fort délabré, le fort Julen. Tandis que des soldats abattaient un mur en ruine, quelque chose de sombre attira son regard, une dalle lisse de pierre noire couverte de rangées d'inscriptions. Ce n'était pas un simple bloc de gravats. Boussard sut aussitôt que c'était quelque chose de spécial. Il interrompit la démolition, ordonna de soulever la pierre avec précaution et envoya un message au Caire. À la mi-juillet 1799, l'étrange dalle était déjà en route pour la capitale afin d'y être étudiée plus en détail. Ce qu'ils avaient découvert n'était ni une statue ni un trésor. Il s'agissait d'un fragment d'un ancien décret royal gravé plus de 2 ans auparavant. Le message y apparaissait 3 fois écrit dans 3 écritures différentes hiéroglyphiques en haut démoniaque au milieu et grec ancien en bas. Le décret provenait d'un conseil de prêtres de la ville égyptienne de Memphis, honorant leur jeune roi Tami V. Ce sont ces 3 scripts qui ont rendu cette découverte si extraordinaire. Le grec était encore une langue lisible et il permet de déchiffrer les longs textes égyptiens, longtemps restés muets. La pierre elle-même n'était pas un monument imposant comme on l'imagine souvent. C'était un bloc compact de granodiorite sombre et moucheté, une pierre volcanique dense plus dure que le granit parsemé de minuscules minéraux roses et gris qui scintillent à la lumière. Elle mesure environ 1 mètre de haut, un peu plus de 75 cm de large et environ 28 cm d'épaisseur pour un poids d'environ 760 kg. Son déplacement a nécessité des cordes, des rouleaux et une extrême précaution. Son histoire moderne a commencé pendant une guerre. Après des mois de siège, la garnison française d'Alexandrie capitula face aux forces britanniques et ottomanes coalisées. Les conditions de la capitulation d'Alexandrie prévoyaient la remise de toutes les antiquités rassemblées par les érudits napoléoniens, dont la dalle noire de Rosette. Début 1802, la pierre parvint en Angleterre. Elle fut d'abord présentée à la Society of Antiquaries, puis exposée au British Museum où elle se trouve encore aujourd'hui. Sur ses bords, des lettres peintes en blanc indiquent encore « Capturée en Égypte par l'armée britannique en 1801 offert par le roi George III ». Au Caire, l'imprimeur Jean-Joseph Marcel réalisa des impressions directement à partir de la surface de la pierre. Un autre inventeur, Nicolas Jacques Kant, qui avait perdu un œil au combat, alla plus loin. Il encréta la dalle elle-même et y pressa du papier humide, créant ainsi des négatifs parfaits des lettres gravées. De retour à Londres, la Society of Antiquaries commanda des moulages en plâtre pour les universités d'Oxford, de Cambridge, d'Édimbourg et de Dublin. En quelques mois, des copies gravées et des estampages se répandirent à travers l'Europe et atteignirent même l'Amérique. Le décret de Tami V était devenu le premier texte véritablement mondial de ce type. La partie grecque était la plus facile à lire et dès 1803, elle était intégralement traduite. Il a été confirmé que la pierre portait un décret officiel louant le roi Tomi et accordant des privilèges aux temples et aux prêtres. La section à caractère démoniaque, Sheyat Shai, écrite en caractères égyptiens courants, a attiré l'attention de 2 brillants linguistes, le chercheur français Sylvester Dassy et le diplomate suédois Johan David Ackerblad. Ils remarquèrent des schémas récurrents dans les noms royaux et comprirent que certains symboles représentaient des sons. Ce fut alors le véritable tournant.
Un polymathe britannique du nom de Thomas Young compara les nombres grecs avec ceux du démotique, puis étudia la section hiéroglyphique située au-dessus. Il remarqua des anneaux ovales entourant des groupes de symboles appelés plus tard cartes et supposa qu'ils pouvaient contenir des noms royaux. À l'intérieur de l'un d'eux, il parvint à déchiffrer les lettres de Ptolemy ou Tommy. Ce fut un petit pas, mais une avancée majeure. Pour la première fois, les érudits comprirent que les hiéroglyphes n'étaient pas de simples symboles décoratifs. Ils pouvaient représenter des sons. 20 ans plus tard, en 1822, le mystère fut enfin résolu. Le jeune érudit français Jean-François Champollion annonça que les hiéroglyphes égyptiens étaient un mélange d'images et de signes phonétiques, un véritable système d'écriture et non un code de symboles. Grâce à sa connaissance approfondie du copte dernier, descendant de l'Égypte antique, il démontra que les hiéroglyphes obéissaient à une grammaire et une logique comme toute langue. Le 14 septembre, il présenta ses découvertes à l'Académie de Paris et s'évanouit d'émotion. L'Égypte antique avait retrouvé vie, mais la pierre elle-même restait endommagée. La partie supérieure hiéroglyphique était la plus endommagée. Seules 14 lignes subsistaient, le reste ayant été rongé de part et d'autre. La partie démoniaque comptait 32 lignes, mais le début de 14 d'entre elles avait disparu. La partie grecque comportait 54 lignes, bien que 26 d'entre elles soient incomplètes, la pierre s'étant brisée en diagonale. Cette cassure diagonale révèle l'aspect originel du monument. Des décrets royaux similaires de la même époque montrent que ces stèles étaient généralement surmontées d'un sommet arrondi orné d'une scène représentant le roi devant les dieux. Des mesures effectuées sur d'autres exemples suggèrent qu'environ 15 cm de texte hiéroglyphique se dressait autrefois au-dessus de la cassure. Cette partie supérieure manquante n'a jamais été retrouvée. Il ne reste aujourd'hui qu'environ les 2/3 du monument original. Heureusement, le décret lui-même n'était pas un cas isolé. Le texte grec ordonne même que le même message soit gravé en caractères sacrés, en caractères indigènes et en grec et affiché dans les temples de toute l'Égypte. Suite à cet ordre, de nombreuses copies furent réalisées, dont certaines ont subsisté. Les archéologues ont découvert plusieurs de ces répliques. Un stèle en calcaire de Nubra a conservé des sections manquantes aux fragments de Rosette. 2 autres copies ont été gravées sur les murs du temple de Phélide, près de la frontière sud de l'Égypte. D'autres sont apparues à Espinus Elephantine et Necretus. Ces versions ne sont pas identiques. Chacune a été légèrement adaptée à sa région. Certains récits ajoutent le nom de la reine après son mariage avec le roi. D'autres mettent l'accent sur différentes victoires, comme la reconquête des brigands au sud ou la défense de Léopoulos au nord. Aucun ne contredit la version de Rosette. Ils reflètent simplement la fierté politique locale. Pour les chercheurs modernes, ces différences sont inestimables. Lorsqu'un exemplaire disparaît, au milieu d'une phrase, une autre la poursuit généralement. En les comparant ligne par ligne, les chercheurs peuvent reconstituer la quasi-totalité du décret avec certitude. Le sens de l'écriture est également utile, les lignes démoniaques se lisent de droite à gauche. Le grec se lit de gauche à droite. De même, les hiéroglyphes regroupés en petits groupes d'images se lisent de droite à gauche. Une fois le sens d'écriture compris, les passages manquants prennent tout leur sens. Et comme les 3 textes véhiculaient le même message, il était souvent possible de récupérer ce qu'un autre avait perdu. Malgré cela, certaines parties restent manquantes. C'est là qu'intervient l'IA. Grâce à des techniques d'imagerie avancées, les chercheurs peuvent scanner la surface de la pierre avec une extrême précision, détectant de faibles gravures invisibles à l'œil nu. Ces scans créent des cartes numériques révélant même les rainures les plus superficielles. Des modèles d'apprentissage automatique, entraînés sur des milliers d'exemples hiéroglyphiques, peuvent ensuite comparer les motifs et suggérer ce qui aurait pu remplir les lacunes. Le processus ne crée rien de toute pièce. Il se contente de trouver des correspondances. L'IA examine les zones endommagées, les compare aux sections conservées et à d'autres copies du décret, et prédit la nature probable des symboles manquants. Le message lui-même n'a jamais été un mystère. Le décret loue Tommy V pour sa générosité, baisse des impôts donations de terres au temple, libération de prisonniers et commande de statues des dieux. Il ordonne que le décret soit affiché en 3 écritures et placé dans chaque temple important afin que tous, des prêtres aux scribes, en passant par les fonctionnaires grecs, puissent le lire.
La pierre de Rosette fut jadis le pont qui a permis aux humains de redécouvrir la langue perdue de l'Égypte. Aujourd'hui, elle est le pont entre la découverte humaine et l'intelligence artificielle qui dévoile les derniers symboles effacés par le temps, morceau par morceau. La lumière et le code accomplissent ce que même les esprits les plus brillants du 19e siècle n'ont pu réaliser, redonner la parole à la pierre. Comment l'intelligence artificielle a-t-elle pu déchiffrer ce que le temps a effacé sous la surface usée de la pierre de Rosette? Un faible message y demeure. Une voix vieille de plus de 2 ans enfouie sous les rayures, les éclats et l'érosion du temps. Pour la faire renaître, les scientifiques n'ont pas commencé par traduire. Ils ont commencé par observer avec des outils capables de voir ce que l'œil humain ne peut percevoir. La première étape fut la lumière. L'équipe à l'origine du projet, désormais appelée la pierre de Rosette numérique, a commencé par photographier la surface entière à maintes reprises, sous différents angles et avec une lumière provenant de directions différentes. Chaque infime variation de lumière fait apparaître une ombre dans une rainure ou fait scintiller une arête. En combinant toutes ces photos, on obtient une carte topographique, une sorte d'image tridimensionnelle qui enregistre chaque relief de la surface de la pierre. La dalle se transforme ainsi en un paysage numérique. On peut l'incliner, zoomer et déplacer la lumière révélant des détails plus petits qu'un grain de sable. Des endroits autrefois lisses s'animent soudain de minuscules gravures. Mais la forme seule ne suffit pas toujours. La pierre de Rosette était autrefois peinte et bien que la couleur se soit estompée depuis longtemps, des traces de pigments subsistent au fond de ces sillons. Pour les capturer, les chercheurs ont utilisé l'imagerie hyperspectrale, une technique photographique qui va bien au-delà de la couleur ordinaire. Au lieu du rouge, du vert et du bleu, seulement les caméras hyperspectrales captent des centaines de nuances de lumière, y compris celles invisibles à l'œil nu. Sous certaines longueurs d'onde, les minéraux, les pigments et même les anciennes marques d'outils brillent différemment. Ce qui paraît vide à la lumière normale peut soudain révéler la trace d'un signe disparu. En superposant ces couleurs invisibles, les restaurateurs peuvent faire ressurgir des détails cachés. Cependant, la lumière et la couleur ne représentent que la moitié du travail. L'étape suivante consistait à apprendre aux ordinateurs à déchiffrer les formes gravées dans la pierre. L'écriture égyptienne antique ne se présente pas sous forme de lignes droites et nettes comme les textes modernes. Les symboles s'y regroupent, se chevauchent et s'empilent. Des oiseaux perchés au-dessus de miches de pain, des serpents enroulés à côté de vers. Pour un ordinateur, ce chaos n'est qu'un labyrinthe de lignes. Des chercheurs ont donc entraîné un modèle d'intelligence artificielle à identifier et à délimiter chaque signe un par un. Ils ont commencé avec des milliers de photos montrant des faucons des yeux, des serpents et d'autres symboles égyptiens, apprenant ainsi au système à reconnaître chacun d'eux. Le modèle utilisé avait initialement été conçu pour reconnaître des personnes ou des voitures sur des photos ordinaires, mais après un nouvel entraînement, il a appris une nouvelle tâche: tracer les anciens signes gravés dans la pierre. Une fois entraîné, il a pu séparer automatiquement chaque symbole, même là où les gravures se chevauchent ou se fondent. Le résultat est remarquable. Chaque petit oiseau, chaque œil, chaque spirale de corde possède désormais son propre contour numérique net, comme si la pierre elle-même avait été surlignée d'un surligneur invisible. Mais la reconnaissance des formes n'est que le point de départ. La question suivante est: que signifient ces formes lorsqu'elles sont associées? Pour cela, on utilise un autre type d'AI, capable de comprendre les motifs comme les humains comprennent le langage. Les transformateurs modernes, comme ceux qui alimentent les logiciels de traduction, peuvent apprendre le rythme des mots. Dans ce cas précis, ils apprennent le rythme des hiéroglyphes. En étudiant des milliers de textes égyptiens, ces modèles découvrent que certains symboles ont tendance à apparaître ensemble. Tout comme en français, thank est généralement suivi de you. Cette compréhension basée sur des schémas permet de compléter les espaces vides. Lorsqu'un bord de la pierre est brisé et que quelques symboles ont disparu, le modèle peut analyser ce qui précède et ce qui suit et prédire ce qui s'y insère probablement. C'est précisément l'objectif d'un projet récent appelé Transformateur hiéroglyphique. À partir des données du Thorus Linguae Egypti de Berlin, la plus grande collection d'écrits égyptiens au monde, des chercheurs ont entraîné un modèle capable d'analyser des séquences de hiéroglyphes et de suggérer les signes potentiellement manquants. Il ne s'agit pas de deviner au hasard. Le système exploite les caractéristiques du langage lui-même pour restreindre les possibilités. Cette combinaison, une IA pour identifier les formes et une autre pour les comprendre, est ce qui fait le succès du projet Rosetta moderne. Le modèle visuel identifie les gravures encore existantes.
Le modèle linguistique utilise le contexte pour combler les lacunes. Ensemble, ils permettent de reconstituer des lignes restées illisibles depuis l'Antiquité. Fait intéressant, cette idée trouve son origine dans des travaux portant sur d'autres écritures anciennes. En 2019, des chercheurs ont mis au point un système d'IA appelé Pythia, capable de prédire les lettres manquantes dans les inscriptions grecques endommagées. Lorsqu'une pierre était trop fissurée pour être déchiffrée, le modèle la comparait à des milliers d'exemples connus et proposait une courte liste de restaurations possibles. Dans environ 3 cas sur 4, la bonne réponse figurait parmi les meilleures suggestions. Plus tard, un autre système d'IA Ithaca a développé cette idée. Il permettait non seulement de restaurer des textes perdus, mais aussi d'estimer la date et le lieu de leur rédaction. Lors de tests concrets, les historiens utilisant Ithaca ont travaillé plus rapidement et avec une plus grande précision qu'auparavant. Pour la pierre de Rosette, ce type de modèle est inestimable, puisqu'il existe plusieurs copies du même décret gravé à différents endroits comme Number 85. L'IA peut les comparer instantanément et mettre en évidence les passages identiques. Ce qui nécessitait autrefois des semaines de vérification croisée ne prend plus que quelques secondes. En 2025, ce principe s'appliquait également au texte latin. DeepMind a créé un système d'IA appelé ANIAS, conçu pour rechercher des correspondances entre des écrits endommagés et d'autres documents anciens. Il peut analyser aussi bien le texte que les images afin de trouver des fragments partageant les mêmes noms ou expressions. Lorsque toutes ces étapes sont combinées, la restauration de la pierre de Rosette se déroule sans accroc. Tout d'abord, les chercheurs créent l'image parfaite. Ils prennent des milliers de photos sous différents éclairages et les fusionnent pour créer une carte tridimensionnelle de la surface. Même les gravures les plus superficielles invisibles à l'œil nu apparaissent soudainement. Ensuite, ils utilisent une intelligence artificielle pour délimiter chaque signe restant. Puis, chaque contour est transformé en une identité numérique, une sorte d'empreinte digitale qui indique « ceci est un faucon » ou « ceci est une feuille de roseau ». Une fois les symboles identifiés, ils sont alignés avec les 2 autres inscriptions présentes sur la même pierre démoniaque et grecque, car toutes 3 véhiculent le même message. Lorsque la section hiéroglyphique s'interrompt, le système poursuit son analyse. Il consulte automatiquement les autres copies du décret retrouvées ailleurs en Égypte. Si une phrase manquante sur la pierre de Rosette correspond à une phrase complète à Nubra l'IA s'en sert comme référence. Même la version grecque est utile, car ces rangées de lettres bien ordonnées indiquent la longueur de chaque ligne de texte. En comparant les 3 langues et chaque copie existante, le système peut déterminer combien de signes peuvent être insérés dans l'espace manquant et lesquels s'y trouvent réellement. Derrière tout cela se cachent 2 projets qui ont rendu possible la reconnaissance des hiéroglyphes par les ordinateurs. Le premier outil est Fabricius de Google, lancé en 2020, qui a permis aux chercheurs et au grand public d'explorer les symboles égyptiens en ligne et de les annoter pour l'entraînement des modèles. Le second est l'initiative d'Ubisoft sur les hiéroglyphes, créée en collaboration avec des égyptologues pour rassembler des milliers d'images de hiéroglyphes annotés à la main. Ensemble, ces efforts ont fourni à l'IA les bases nécessaires pour apprendre à reconnaître chaque signe. Lorsque les modèles suggèrent des lectures possibles pour un trait endommagé, l'étape suivante consiste à vérifier leurs résultats. C'est là qu'interviennent les grands dictionnaires et bases de données égyptiens. Le Thesaurus Linguae Egypti permet aux chercheurs de consulter toutes les occurrences connues d'un mot dans 3 ans d'écriture égyptienne. Le Chicago Demonic Dictionary, élaboré sur plusieurs décennies, explique l'usage de chaque mot dans le droit, le commerce et la religion, un langage similaire à celui de la partie centrale de la pierre de Rosette. Ces références jouent le rôle d'arbitre. Si une suggestion de l'IA enfreint la grammaire égyptienne ou utilise un mot inédit, elle est rejetée. Si elle correspond à une expression connue d'une autre copie du décret, elle est acceptée. La transparence est un atout majeur de ces outils d'IA. Ces systèmes ne se contentent pas de donner une réponse, ils expliquent leur démarche. Des systèmes comme Ithaca et ANIAS répertorient toutes les sources comparées, toutes les expressions correspondantes trouvées et même leur degré de certitude pour chaque suggestion. Ainsi, tout chercheur peut retracer le raisonnement et se forger sa propre opinion. Bien sûr, cette technologie a ses limites. L'IA ne peut pas inventer des gravures qui n'ont jamais existé et les experts veillent scrupuleusement à éviter ce qu'ils appellent « forcer l'interprétation » ou faire dire à la pierre ce que l'ordinateur prédit. Les preuves matérielles priment toujours.
Si la carte tridimensionnelle révèle une rainure qui ne correspond pas au choix du modèle, c'est la rainure qui est retenue. Si un mot proposé occupe plus d'espace que la pierre ne le permet, il est rejeté. Maintenant que ces lignes perdues ont refait surface, une question demeure: que disent-elles réellement? Ces mots restaurés modifient-ils notre compréhension du décret? Des prêtres qui l'ont rédigé ou du jeune roi qui louait le véritable message derrière la pierre de Rosette? Lorsque les lignes manquantes de la pierre de Rosette furent enfin retrouvées, un événement incroyable se produisit. La stèle devint le récit vivant du fonctionnement de l'Égypte antique. Un récit fait de politique d'argent et d'hommes. Il y a plus de 200 ans, l'Égypte tentait de se reconstruire après des années de chaos. Thomas V régnait, et les figures les plus influentes du pays n'étaient ni des soldats ni des gouverneurs. C'étaient des prêtres. Ils administraient les temples et les altars, contrôlaient le territoire et étaient les porte-paroles des dieux. Si le roi aspirait à la paix, il avait besoin de leur soutien. C'est là le véritable sens du décret de Rosette. Une fois les lignes perdues restaurées, il apparaît comme un pacte gravé dans la pierre, une promesse échangée contre la loyauté. Le roi accordait des faveurs et les prêtres en retour gravaient des louanges sur les murs. Le décret énumère argent, réduction d'impôts céréales et pardon. Il décrit également les obligations des prêtres, prières quotidiennes, grandes fêtes, et un cycle de cérémonies qui donnait au roi l'apparence d'un élu des dieux. Le texte grec en offre le résumé le plus clair. Il indique que le roi avait réduit certains impôts et en avait aboli d'autres afin d'améliorer le quotidien des soldats et des paysans. Il confirme également que les temples conserveraient leurs revenus, leurs terres, leurs vignobles, leur argent et leurs céréales à l'abri du contrôle gouvernemental. Même le taux d'imposition des prêtres fut gelé et ne put jamais augmenter. Cela pourrait paraître une simple formalité administrative, mais en Égypte, c'était une question de survie. Le décret témoigne également de la compassion. Il relate que le roi a libéré des prisonniers injustement incarcérés et a aboli le servage, source fréquente de conflits familiaux. Il a même envoyé des provisions et des présents pour prendre soin des animaux sacrés d'Égypte, notamment les taureaux sacrés considérés comme des incarnations des dieux. Le Nil lui-même s'est trouvé impliqué dans cette histoire. La section grecque mentionne que lors de la 8e année du règne, le fleuve a connu une crue bien plus importante que prévu. Au lieu de considérer cela comme une catastrophe, le roi a transformé cette situation en une victoire, en ordonnant de retenir l'excédent d'eau pour les agriculteurs. Pour le peuple égyptien, ce geste était loin d'être anodin. Le Nil était vital. Un manque d'eau signifiait la famine, un excès la ruine. L'inscription de cet acte dans un décret public signifiait à chaque paysan du delta jusqu'au désert que le palais se souciait de lui et que les dieux l'approuvaient. En retour, les prêtres promirent de nouvelles fêtes célébrant son anniversaire et son couronnement, des offrandes quotidiennes devant sa statue et des chants à sa gloire dans chaque temple. Chaque chant, chaque rituel rappelait au peuple qui était son sauveur. Ce n'était pas seulement une question de foi, mais aussi de publicité. Le décret ne resta pas lettre morte, des copies furent gravées dans chaque temple. Et c'est précisément ce qui se produisit en Haute-Égypte. Les copies du Sud louaient la reconquête du royaume par le roi après des années de rébellion dans le Delta. Celles du Nord célébraient sa victoire à Alcopoulous. Des copies plus tardives ajoutèrent même des détails comme le nom de Cléopâtre Ier après son mariage avec le roi. Le texte final lève également le voile sur l'un des plus grands mystères. Quelle version est antérieure? La plupart des preuves actuelles suggèrent que l'écriture démoniaque, l'écriture égyptienne courante et rapide, était la première version. Elle se lit plus naturellement comme un document officiel. La traduction grecque est maladroite, voire parfois gauche, comme si elle avait été rédigée en second lieu. Une phrase concernant la construction d'un sanctuaire pour le roi coule de source en écriture démoniaque, mais bute sur la traduction grecque. Même la section hiéroglyphique, écrite dans le style sacré des temples, omet quelques signes explicatifs. Ce même équilibre se retrouve dans la description des impôts. Le texte grec emploie un vocabulaire bureaucratique formel, le langage du droit. Le texte démoniaque exprime la même idée, mais sur le ton d'un greffier rédigeant un contrat. Une fois les lignes manquantes rétablies, les deux panneaux se déplacent presque simultanément. Cela met fin au vieux mythe selon lequel les passages égyptiens n'avaient qu'une valeur cérémonielle. Ils n'en avaient pas. Ils avaient la même valeur juridique, simplement rédigés dans la langue réellement utilisée par les Égyptiens. Le rétablissement des lignes corrige également la chronologie.
Le décret est daté de la 9e année du règne du roi et se rattache à des fêtes et des anniversaires. Le lieu où il a été signé est également important. Elle ne fut pas émise dans la capitale royale d'Alexandrie, mais à Memphis, quart historique de l'Égypte, où les rois étaient couronnés et où les puissants prêtres de Ptah exerçaient leur influence. Ce choix était stratégique. Memphis était un lieu où religion, politique et histoire se mêlaient. Merci d'avoir regardé. Maintenant, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour découvrir d'autres histoires incroyables.